C'est ça. Alors, donc, merci Conan, merci tous pour cette invitation. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis là. Euh, c'est comme Conan a dit, je suis ici pour parler des recherches critiques, mais aussi pour parler, je pense, d'une nouvelle génération, d'une nouvelle vision de la recherche critique qui s'y construit depuis une décennie, où justement l'apport ce qu'on appelle le Global South, donc les communautés latino-américaines, africaines, asiatiques, Moyen-Orient, on commence à de plus en plus avoir une voix, avoir un espace euh, dont ma présence en tant que chef organisation. Donc, on voulait parler un peu de l'histoire, ce que ça veut dire critique. Ça explique un peu justement les moments où nous sommes et que ça aussi a un impact énorme en qu'est-ce que ça veut dire en recherche critique, mais aussi comment vous pouvez vous insérer dans cette communauté critique. On se voit vraiment comme une communauté. Donc, je suis à Grenoble depuis 8 ans. Mais comme on a dit, je suis d'origine brésilienne. J'ai passé une bonne partie de ma vie au Canada. Donc, j'ai fait ma carrière justement en 3 continents. Et donc, cette carrière en 3 continents signifie aussi que j'ai un peu vécu tout cet conflit avec les langues, non seulement l'anglais, les français. Donc, jusqu'aujourd'hui, c'est pas complètement évident. Donc, je pense que vous sentez, vous écoutez déjà mon accent québécois. Donc, même si je suis ici, je suis inséré dans une école française, dans une communauté plutôt anglophone, qui s'est organisée, qui fait des articles en anglais. C'est toujours avec l'accent, toujours avec les défis de confronter une langue. J'imagine que vous avez aussi, quand vous voulez particulièrement publier en anglais. Donc il y a cette perspective justement de cette domination anglophone, disons, de la publication que je vis tous les jours de ma vie, hein. Donc, c'est pas le portugais, c'est pas ma langue, c'est une langue qui je dois m'habituer, non seulement en langue, mais aussi en format. Donc, ma formation est ingénie mécanique, je suis ingénieur de formation qui je suis devenu, disons, très intéressé en critique sociale, avec la tradition brésilienne de critique sociale, mais j'ai dû m'adapter justement à ce nouveau vocabulaire, au format anglophone, disons, de publications scientifiques. Donc, tout ça a été partie de mon défi. Donc, ça en sert un peu justement de comment la recherche critique a évolué. Donc, je parle de tout ça justement parce que je pense que c'est un miroir de ce qu'on voit comme recherche critique. Donc, et moi particulièrement, je suis un chercheur qualitatif, surtout, je m'intéresse beaucoup sur des organisations alternatives, soit des coopératives, des mouvements sociaux, des... Alors, je crois que Marcos, vous êtes muté. Alors, ah voilà. Vous Ouais, m'écoutez? c'est bon. Ouais, OK. là, c'est bon là. Donc, je m'intéresse pour les organisations alternatives, mouvements sociaux, coopératives, mais aussi pour la technologie. Donc, c'est un peu mon influence, je pense, de l'ingénierie. Et pour les questions de résistance, d'identité à l'intérieur des organisations. Donc, à partir de ça, donc à partir de cette vision, je voulais donc vous parler de qu'est-ce qu'on veut dire par recherche critique, comment on peut publier ou comment on peut justement être connu comme. Donc, est-ce que je pourrais partager Oh, mon normalement, slide? oui. Oui, non, oui, démarre. Normalement, tu peux partager. Et il dit Serge vous a qu'il mis pas un, encore. ah, alors, mode pour, alors, je vais faire ça. Est-ce que, il faut réessayer encore voir? Voilà, ça marche. Super, merci. Donc, Parfait. On voit. vous voyez? Super, super, on voit. Excellent. Donc, pour parler un peu de ces principes de criticalité, donc, qu'est-ce qu'on veut dire par criticalité en recherche, ou recherche critique? Ça a évolué. Donc, pour montrer un peu cette évolution, pour parler de cette évolution, c'est intéressant de connaître un peu de l'histoire. Donc, les approches critiques en gestion telles que l'on connaît aujourd'hui, ils sont nés surtout au Royaume-Uni, hein. Donc, l'idée, c'est qu'à l'époque, ça, c'est des années 80-90,
Il y a eu la première vague justement, de la vision néolibérale au sein des universités en Angleterre. Donc, beaucoup de sociologues critiques ont perdu leur poste, les départements en sociologie ont disparu, ils se sont placés dans les écoles de gestion. Donc, ils ont apporté cette vision normalement qui venait du syndicat, mais aussi de la théorie critique européenne. Et c'est de là ça a commencé. Donc, par conséquent, tous les sujets et les théories qui avaient au début, c'est des sujets théoriques surtout européens. On ne peut pas se cacher, c'était essentiellement une approche assez européenne, particulièrement assez anglaise. Et le journal où je suis placé aujourd'hui, Organization, il est né dans ces contextes-là. Donc, Organization, pendant longtemps, était un journal qui était essentiellement avec des gens qui étaient en Angleterre, qui étaient l'éditeur en chef, aussi les participants, les auteurs étaient essentiellement anglais. Donc, c'était ancré dans ces contextes-là. À la même époque, on a créé, donc, je ne sais pas, certains d'entre vous, j'imagine que vous connaissez l'Academy of Management, l'AOM, qui c'est probablement la plus grande en termes de nombre de gens, plus grande conférence et association qui existe, qui se passe en Amérique du Nord, aux États-Unis. Et là, à l'époque, début des années, l'Academy of Management, la façon dont elle fonctionne, on a des divisions de plusieurs disciplines. Donc, vous avez stratégie, vous avez ressources humaines. Et là, on a créé aussi, au sein de cette conférence, la division Critical Management Studies, c'est qu'on appelle jusqu'aujourd'hui, au début des années 2000. Donc, c'est l'époque où ça a commencé à avoir plus en plus d'impact au niveau international. Mais même dans sa division, la participation initiale, c'était plutôt concentré dans l'Occident. Donc, c'était l'Angleterre, France, États-Unis, Canada, etc. Donc, c'était ça les débuts de ce qu'on connaît comme une approche critique à gestion. Mais heureusement, depuis, disons, une vingtaine d'années, il y a eu beaucoup de changements. Donc, il y a eu une grande internationalisation de cette approche. Cette internationalisation, c'était essentiellement en deux étapes. Hein. Donc, la première étape, il y a eu davantage des auteurs, des membres qui venaient d'autres parties du monde. Donc, il y a un groupe de personnes qui sont venues du Brésil, un groupe de personnes qui sont venues des Landes, particulièrement, du Moyen-Orient. Mais c'était toujours, je dois avouer, c'était des données qui venaient du Global South, mais c'était toujours des théories assez occidentales, mais ici. Donc, on utilisait des phénomènes qui s'est passé chez nous, hein, au Brésil, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, mais on utilisait toujours des auteurs assez localisés en Occident. Mais heureusement, je pense depuis les derniers 10-15 ans, ça a changé. De plus en plus, on ouvre la recherche critique aussi à des voies différentes. Et par voies différentes, je veux dire des théories qui viennent d'Afrique, des théories qui viennent du Brésil. Donc, des théoriciens, des concepts, des idées qui viennent de nos traditions intellectuelles. Donc, nos traditions intellectuelles commencent de plus en plus à participer à cette conversation au sein des approches critiques en gestion, au sein d'organisations, mais aussi au sein de la division. Donc, la composition aussi de notre journal et de cette division à Academy of Management démontre ça. Donc, dans le journal, nous avons des gens du Pakistan, du Mexique. Et, par exemple, vous avez les deux plus récentes, par exemple, Share, ce qu'on appelle les Share, hein. C'est celle qui pilote la division de CMS Academy of Management, qui est Penelope, qui vient du Zimbabwe, qui certains de vous probablement connaissent déjà. Et Mariana Paludi, qui est argentine et qui travaille au Chili. Donc, vous voyez déjà qu'on a un changement concret dans la participation de les gens qui écrivent, qui présentent, qui discutent dans cette communauté qui apporte une vision assez différente de ce qui veut dire critique et des approches critiques en soi. Donc, c'est une très bonne, une excellente évolution qui va justement avec ma participation dans cette communauté. OK? Donc,
à partir de ça, donc on peut expliquer un peu qu'est-ce qui veut dire criticalité, comment ça a évolué au fur et à mesure du temps. Donc, je veux dire qu'au début, tout au début, criticalité, criticalité et encore aujourd'hui, hein, c'est quelque chose qui a commencé dans le passé, mais qui reste encore quelque chose d'assez fort. Donc, criticalité est essentiellement comment tu peux dévoiler des dynamiques de pouvoir, des contextes de domination, comment tu peux dénoncer justement certaines hiérarchies, certains contrôles de pouvoir, comment tu peux faire prendre conscience de ces enjeux par les acteurs, alors expliquer comment ce type de structure fonctionne, qui est privilégié, qui n'est pas privilégié, qui a qui a de la voix, qui n'a pas de voix, qui est caché, ou qui a les privilèges à l'intérieur de ces groupes-là. Et bien sûr, dans le but non déclaré de créer des mécanismes de défense. Donc, comment les acteurs en soi peuvent connaître ce type de contexte de pouvoir et se défendre. Et alors, donc, ça vient avec une deuxième idée de qu'est-ce qui est criticalité, c'est explorer la résistance justement de ces acteurs. Donc, comment ils en créent des approches, des pratiques qui peuvent justement non, résister à cette structure de pouvoir qui existe dans les organisations, dans la société de façon générale. Et donc, ça, c'est les grandes, disons, au début, à l'époque où disons, les théories occidentales dominaient, c'était ça dont on parlait avec des théoriciens, surtout européens. Mais de plus en plus, particulièrement quand les Global South, les approches alternatives sont apparues dans les domaines de la critique en gestion, là, on a trois autres éléments qui commencent à apparaître, qui sont assez importants, particulièrement l'élément de montrer des alternatives. Donc, l'idée de montrer des alternatives, c'est pas seulement dire il y a une question de pouvoir, il y a la résistance, c'est aussi montrer que derrière disons, la corporation typique, les modèles typiques d'entreprise capitaliste, il y a des alternatives, il y a des gens qui font ça différemment. Donc, il y a des organisations qui pratiquent, tu vois, qui ont d'autres buts, qui ont d'autres divisions du profit, qui ont d'autres pratiques internes, mais aussi des connaissances différentes qui viennent d'ailleurs, des voies différentes, des théoriciens différents, mais aussi des pratiques, des expériences différentes. Donc, on met beaucoup en valeur tout ce qui sort du typique qu'on expère d'une entreprise capitaliste. Donc, ça est venu beaucoup avec les Global South. Donc, c'était à nous de montrer qu'est-ce qu'on faisait de différent de ce qui était typique dans les centres du capitalisme contemporain, comment on pouvait créer des expériences qui étaient plus humaines ou qui avaient une participation plus importante d'autres acteurs, où on pouvait, diminuer des systèmes d'oppression, systèmes hiérarchiques, créer de la démocratie, etc., etc. Aux côtés de cette troisième forme de voir la criticalité, il y a aussi l'idée de créer des pratiques émancipatrices. Donc, c'était beaucoup à travers la recherche et action. Donc, la recherche et action, je ne sais pas si vous connaissez exactement ce que ça veut dire, c'est la recherche où on essaie de transformer une certaine réalité. Donc, c'est oui, créer de la connaissance, mais aussi utiliser cette connaissance pour transformer. Et dans notre cas, c'est de transformer de façon humaine, de façon à créer de l'émancipation, de créer une meilleure situation, un meilleur environnement de travail, environnement social pour les gens, particulièrement ceux qui sont plus de situations d'oppression, de situations d'inégalité, etc. Et la dernière chose derrière ça, donc comment ces petites pratiques, on change ces éléments qui ont développé dans des organisations aussi, mais au niveau social, comment aussi éventuellement ces pratiques peuvent nous aider à changer des structures de pouvoir plus au niveau macro. Donc là, il y a un exemple, par exemple, j'ai fait une recherche pour des mouvements sociaux qui essaient de développer des formes alternatives d'agriculture. Il y a aussi, donc, dans cette recherche, il y a le débat de comment ces formes alternatives d'agriculture peuvent être soutenues par l'État. Comment on peut changer les lois, comment on peut changer aussi la relation avec l'État brésilien de façon que cet État puisse
soutenir, puisse donner du support à ces initiatives-là. Donc, il y a cette relation entre, oui, agriculture alternative, mais comment cette agriculture peuvent être aussi, peuvent influencer les pouvoirs étatiques pour changer les structures du pouvoir au niveau plus macro. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Est-ce que nous avons Euh, des questions? ah oui, alors, donc je viens de laisser un message dans le chat pour savoir s'il y a des questions. N'hésitez pas, s'il y a des questions, soit vous levez la main ou posez la question dans le chat, de sorte à ce que le professeur Barros puisse interagir avec vous. OK, donc Non? c'est clair jusqu'à présent. Donc, par exemple, normalement, moi, en tant que rédacteur en chef d'organisation, c'est un journal critique, hein, donc c'est le premier journal critique qui a été créé et qui aujourd'hui, c'est encore le journal qui publie davantage ou essentiellement des recherches critiques. Moi, quand je vais analyser un article, je vais analyser selon pour voir s'il y a un fit, pour voir si l'article vraiment a une place dans notre journal. Je vais regarder si justement, est-ce qu'il parle de pouvoir, est-ce qu'il parle de résistance, est-ce qu'il montre des alternatives, des organisations pour créer des alternatives au marché typique, est-ce qu'il essaie de, c'est une recherche-action qui essaie de développer des pratiques émancipatrices. Donc, ces 5 éléments-là doivent être présents, disons, dans la recherche pour qu'elle soit considérée critique, pour qu'on considère qu'elle fait partie ou qu'elle devait faire partie du notre journal, qui devait être acceptée comme partie de notre journal. Donc, bien sûr, il y a d'autres personnes probablement qui ont d'autres définitions de criticalité, mais celle-là, c'est assez, disons, partagée pour qu'on Mm. utilise comme une forme d'évaluer qu'est-ce qu'on considère comme une recherche critique. On a On une a une main levée. question. Oui, Oui. oui, allez, vas-y, Serge. Non, 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 c'est bon, c'est Kwame. Oui, Kwame a une main levée. Peut-être Kwame veut interagir avec le professeur Barros. Oui, merci professeur, merci au professeur Barros. Mm. Je voulais demander si la recherche action était un critère obligé pour pouvoir inscrire sa recherche dans une recherche critique. Est-ce que dénoncer sans aboutir jusqu'à la recherche action ne fait pas aussi de la recherche qu'on mène une recherche critique? Tout à fait. Donc, recherche-action, c'est une des façons. Donc, Euh, c'est pas obligatoire, c'est seulement une des possibilités d'une recherche qu'on considère critique. Donc, vous n'avez pas besoin de faire une recherche-action pour publier une recherche critique. Merci, professeur. Ça me fait plaisir. OK, donc d'autres questions? Peut-être que moi, je vais en avoir une pour Oui, alimenter vas-y. la conversation. Alors, du coup, est-ce que on peut, c'est vrai, tu as peut-être brossé un peu ça, mais est-ce qu'on peut avoir plusieurs recherches critiques pour le coup? Vous dites qui touche à plusieurs de ces thématiques-là? Voilà, c'est-à-dire, est-ce il y aurait différentes façons de faire de la recherche critique par rapport aux critères là qu'on voit sur le tableau, sur la slide? Oui, donc je vais mentionner un peu les théories, les méthodes et Ok, les ok. objets Mhm, tout de suite. Donc, comme ça, vous aurez une idée de ce mhm, que de la pratique, qu'est-ce que ça veut dire, comment on peut faire ça. mhm, mhm. Donc, si vous voulez, donc je peux passer un peu justement Oui, quelles avant sont ça, les peut-être, théories, les méthodologies qu'on pardon, utilise. Marcos, avant ça, Oui, il y a une autre question. Y a-t-il vas-y, une relation entre recherche vas-y. critique et recherche systémique? C'est Hakim qui pose cette question. OK, comment vous définissez Je- recherche systémique? Eh oui, Hakim, est-ce que vous pouvez prendre la parole pour préciser votre question? Si Oui, vous avez... Oui, allez-y, Hakim, je allez-y. je voudrais savoir, puisque j'entends parler de la revue systémique, bon, recherche systémique, c'est-à-dire qu'on fait le point de certains travaux dans les différents pays par rapport à une thématique donnée. Ah, on vous entend plus. On vous entend plus. Il Vous êtes va, il muté va, là. il va arriver, il va arriver. Oui, je disais, Mhm, mhm. Allez-y. systémique, c'est-à-dire lorsque nous faisons des travaux de recherche et que nous questionnons, nous regardons les différents travaux faits par les différents auteurs dans différents contextes et pays, et on fait une comparaison pour pouvoir dégager peut-être la meilleure façon de pouvoir
trouver solution à une question de recherche, ou bien en management, la meilleure façon de pouvoir trouver une solution à un problème de société. Est-ce Mhm. qu'en le faisant ici, est-ce que nous sommes en train d'aborder une recherche critique? D'accord, j'ai compris. Donc, la recherche systémique, si j'ai bien compris, elle n'est pas nécessairement critique. Donc, elle sera critique si votre objet d'étude dans cette recherche systémique, c'est un objet des sociétés dans le sens que si vous allez essayer de comprendre, par exemple, inégalité ou précarité, donc si les sujets apportent une vision critique. Les sujets apportent, tu vois, une préoccupation sociale qui implique des inégalités de pouvoir ou des problématiques spécifiques pour certaines populations qui sont défavorisées. Donc, donc vous pouvez faire une recherche systémique aussi, par exemple, sur la performance, sur la stratégie des organisations. Donc, la recherche systémique, elle est seulement une façon d'approcher une recherche sur certains sujets. Mais pour devenir critique, elle doit toucher à des sujets critiques. Est-ce que ça fait du sens? Oui, est-ce que là, pour pouvoir aborder cette recherche critique, est-ce que forcément on doit avoir un jeu de pouvoir et de but, par exemple? Est-ce qu'il y aura forcément un jeu de pouvoir? Puisque dans votre présentation, vous avez abordé quelque part qu'il faut un jeu de pouvoir dans l'organisation pour pouvoir aborder, parler de recherche critique. Mhm. Donc, le jeu de pouvoir, c'est une des choses qu'on veut regarder. Donc, quand Ngazi a fait sa présentation sur la recherche, qu'il a monté les trois, disons, philosophies, les trois paradigmes en recherche. Donc, nous, la recherche critique, c'est l'idée qu'on essaie de comprendre finalement comment les gens font sens sur les pratiques. Hein. On essaie de comprendre leurs perspectives, différentes perspectives. On essaie de comprendre comment pourquoi certaines choses ont lieu. Mais la recherche critique, elle va un peu plus loin dans le sens qui dit que ces sens et ces pratiques, elles ont derrière elles un système de pouvoir. Donc, par exemple, la façon dont les immigrants, par exemple, dont on fait sens, l'image que nous avons des immigrants, par exemple, en Europe et dans d'autres pays, cette image, elle apporte avec elle un certain surtout de pouvoir. Donc, la façon dont j'adresse l'immigrant, l'identité de cet immigrant va déterminer, par exemple, la façon dont je traite cet immigrant, la façon dont il s'intègre dans certaines sociétés, les droits qu'il va avoir dans certaines sociétés. Donc, notre idée, c'est que notre sens de la réalité, la façon dont on voit la réalité, elle a il y a un constitut de pouvoir derrière elle. Elle a produit certaines relations qui créent des inégalités, qui créent certains privilégiés, certains qui sont moins privilégiés. Donc, on essaie de regarder derrière qu'est-ce qu'il y a derrière certaines perspectives du monde, tu vois. Donc, voilà. Donc, mais avoir des questions de pouvoir, c'est une des façons de regarder ça, mais aussi proposer des alternatives à ces pouvoirs. C'est une autre possibilité. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de parler de pouvoir, mais on a besoin de reconnaître qu'il y a des possibilités autres qui vont donner, par exemple, à certains immigrants plus d'opportunités, plus d'espace dans leur société d'accueil, etc., etc. On a une main levée, Abigail Nsougan. Si elle nous entend, elle peut peut-être poser sa question. Oui, allez-y, Abigail. D'accord, merci. Oui. D'accord, merci beaucoup pour la parole. Alors, pour ma question, j'avais laissé une question dans le chat. J'ai Ah, une autre question que je voulais poser par ici. mhm. Ma question est celle-ci. Les points que le prof nous a énumérés ici pour savoir que nous sommes en train de faire la recherche critique. Nous devons réunir tous ces points avant de savoir que nous faisons la recherche critique ou quand nous voyons un seul point dedans, on est en train de faire la critique de la recherche. Voilà. Pardon, je n'ai pas compris le dernier point de la question. Donc, les 5 Je points, disais c'est... tantôt que oui, les 5 points doivent être réunis avant de parler de critique de la recherche ou si nous voyons seulement un seul point dans ce que nous faisons, nous pouvons justifier que nous faisons critique de la recherche.
Désolé, comme j'ai pas bien compris. Je Abigail. Donc, reprends, hein. Je vais aider Excuse-moi, Abigail. Conan. Excuse-moi, Oui, Conan. oui. Et Barros, Marcos, Oui, je pense qu'il faut être aussi clair sur deux termes. La recherche ok. critique c'est pas la critique de la recherche. Non, Ah, non, voilà, parce que voilà, il faut bien comprendre, Abigail. On ne Ah, parle ok. pas de critique de la recherche. On Mhm, parle de la recherche critique, oui, qui est une façon de faire de la recherche, mhm, qui n'est mhm. pas la recherche, la critique de la recherche. Abigail. Ok. Maintenant, je D'abord, peux ça, c'est reprendre. un point. Et après, il y a une autre question sur, quand tu as parlé de recherche critique, Barros, tu as cité différents éléments qui font de oui, ta recherche une recherche critique. Elle te voilà. demande si ces éléments-là, on peut les prendre de façon individuelle ou si c'est cumulatif, en fait. Non, c'est complètement individuel. Mhm, Donc, tous ces éléments, c'est presque impossible, hein. mhm, C'est trop demandé de vous de toucher à tous ces éléments. Normalement, vous allez voir un élément qui est très bien développé dans une recherche. Donc, soit vous regardez les données de pouvoir, soit la récence, soit les alternatives, ou soit, tu vois, les créations de pratiques, etc. Par rapport justement à cette idée de critique de recherche critique, donc la critique de recherche est un des éléments de la recherche critique. Je vais le toucher dans un moment, parce qu'une des choses qui était un des objectifs initiaux de la recherche critique, c'est la critique de cette recherche qu'on a appelée foundationalist, qui Gazi a mentionné, la recherche qu'on appelle positiviste. Donc, il y avait une certaine critique de ce type de recherche-là. OK? Mais elle est un des éléments qui ont fait notre type de recherche, une recherche qui se veut alternative, donc les procédures de notre recherche, une recherche alternative. Mais dont je parle ici, c'est les sujets. Donc, exactement qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on investigue, qu'est-ce qu'on essaie de comprendre. Donc là, cette diapo, c'est sur les sujets qui font partie d'une recherche critique. Qu'est-ce qu'on regarde quand on fait une recherche critique? Mais les procédures, on va en parler. Il y a aussi une certaine critique derrière les procédures des recherches elles-mêmes. Est-ce que ça fait du sens? Oui, pour moi, c'est clair. Après, OK, Abigail, Abigail, allez-y. Oui, professeur. C'est bon pour vous? c'est bon? merci. Ok. Excellent. Mm. Donc, Oui, c'est clair. et Bégaye. En tout cas, c'est ça un peu dont on va parler maintenant, justement, comment, quelle théorie, méthodologie des objets qu'on utilise souvent pour faire la recherche critique. Alors, dans le même sens que j'avais dit avant, qu'est-ce qu'on utilise comme théorie a évolué aussi beaucoup. Donc, au début, c'était l'idée de domination et résistance. Il était essentiellement des auteurs occidentaux. Donc, il y a certains noms dont peut-être vous connaissez, mais donc, on utilisait beaucoup Bourdieu, Foucault, Laclau, plus ou moins récent, Butler. Donc, c'est des auteurs qu'on utilisait beaucoup, surtout occidentaux. Mais justement, on a commencé à l'époque à porter d'autres visions, donc l'idée de parler d'autres expériences, particulièrement des expériences qui n'étaient pas des expériences occidentales. Donc, il y a d'autres auteurs qui ont commencé à apparaître. Donc, il y a des gens qui ont utilisé Frantz Fanon, donc qui probablement vous connaissez assez bien, Edouard Saïd, Homi Bhabha. Donc, c'est des gens qui ont commencé à parler d'expériences qui n'étaient pas des expériences occidentales, d'expériences euh, du Global South, donc de notre expérience, disons, euh, de façon plus pertinente. Donc, justement, déjà des théoriciens qui apportent une vision différente. Il y a plus récemment, justement, quand on commence par parler d'alternatives, il y a certains théoriciens qui sont locaux, comme il y a ce qu'on appelle Griffiths Grant, c'est un couple des géographes critiques féministes. Il y avait Martin Park, c'est un de nos collègues qui est toujours chez nous à Organization, qui commence à parler d'alternatives, mais aussi commence à apparaître des approches qu'on appelle décolonialistes. Donc, tandis qu'il Fanon Saïd, on appelle des post-colonialistes, donc qui parlent de l'expérience, de l'identité des gens ailleurs, qui en Occident.
les décolonialistes, ils essaient de mettre le focus sur les pratiques. Tu vois, qu'est-ce qu'on fait de différent ailleurs? Quelles sont nos traditions, quelles sont nos pratiques locales? Et aussi les théories locales. Donc, il y a plusieurs auteurs, mais il y a deux qui sont très connus, que c'est Walter Mignolo, qui c'est en argentin, et Aníbal Quijano, qui c'est un péruvien. Donc, c'est une tradition qui est très, très forte en Amérique du Sud, mais qui de plus en plus commence à apparaître ailleurs. Donc, je voulais vous montrer ça. Donc, vous n'avez pas besoin de connaître tous ces auteurs, ce n'est pas le but ici, mais aussi pour montrer comment déjà d'autres théories, d'autres visions du Sud viennent enrichir ce qu'on discute au sein des approches critiques. OK? Donc, je voulais montrer justement, il y a trois grands exemples de ce qui se passe maintenant. Donc, il y a deux articles que vous pouvez voir ici, que c'est des articles justement qui parlent des critiques soit au Brésil, soit en Bolivie, en Argentine, des choses différentes avec des théories qui sont locales pour parler de ces pratiques. Il y a récemment un numéro spécial qui est en train de se produire, qui s'est spécifiquement sur la question ce qu'on appelle du capitalisme racial, ou de la présence, de l'importance justement du racisme et des études, comment on dit, une vision des anti-blackness qu'on dit, comment ça s'est produit en management, comment ça s'est produit en gestion, et qu'est-ce qu'on peut faire d'alternative, qu'est-ce qu'on peut faire différemment à partir de ça. Donc, comme vous voyez, on ouvre déjà beaucoup à une vision très alternative, une vision qui vient de nous, vient de notre expérience comme partie du Global South. Ça va Super. jusqu'à présent? Donc, j'ai rejoint Abigail en termes de critique de la recherche. Donc, comment on fait la recherche? Donc, par définition, pour faire la recherche critique, on propose aussi des méthodologies qui sont critiques. Donc, les méthodologies critiques, c'est surtout de la recherche qualitative. Mais comme Gazi a dit, il y a des recherches critiques, il faut aussi de façon critique aujourd'hui, parce que celles qui essaient de regarder d'autres populations ou regarder d'autres voix ou d'autres personnes qui peuvent participer à cette partie de mesuration, des quantifications, etc. Mais les approches qualitatives sont toujours majoritaires dans ce type de méthodologie critique. Donc, on met beaucoup d'emphase sur justement ce qu'on appelle l'engagement du chercheur, donc notre implication dans les terrains. On veut qu'on soit là pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pour parler aux gens, particulièrement parler aux gens avec qui normalement on ne parle pas. Donc, des travailleurs qui ne sont pas nécessairement des managers, donc des travailleurs dans les terrains, aux populations défavorisées. Donc, les gens qui la voix n'est pas si présente dans la recherche en gestion, on veut parler avec eux, on veut garantir qu'ils soient écoutés, que leur perspective soit privilégiée, qu'ils soient aussi partie de notre recherche. Pour ça, on met beaucoup de valeur sur des approches qu'on appelle ethnographiques, donc d'aller sur les terrains, de parfois faire des observations, mais aussi faire des entretiens avec les gens dans les terrains. On met beaucoup d'action, face sur ce qu'on appelle recherche-action. Donc, on a déjà mentionné, mais normalement dans une vision critique, comment on peut améliorer la vie des gens sur les terrains. Et particulièrement récemment, il y a ce qu'on appelle les approches féministes et indigènes, où ces approches, ce qu'on essaie de faire, c'est justement comment équilibrer notre relation avec les participants de nos recherches. Probablement, vous savez déjà ça, mais nous, en tant que chercheurs, nous avons certains pouvoirs sur les participants, dans le sens que normalement, c'est nous qui posons les questions, c'est nous qui écrivons les travaux scientifiques. Normalement, c'est assez inégal leur participation et notre participation dans un projet de recherche. C'est ça qu'on apprend, normalement, quand on fait un doctorat. C'est que voilà, c'est seulement notre voix et c'est notre perspective.
qui doit être dans les travaux de recherche. Donc, ces approches féministes indigènes commencent à mettre beaucoup d'accent justement comment on peut impliquer les participants dans ce processus, comment on peut respecter la voix des participants. Donc, comment on peut être assuré que cette voix-là, qui normalement est défavorisée, comment elles peuvent être intégrées dans la recherche et comment dans ces processus on peut contribuer finalement pour qu'eux créent tu vois, des espaces plus salutaires, plus humains dans leur vie quotidienne. Donc, quand justement on est intéressé pour cet objectif des changements critiques, c'est toujours avec eux. Donc, on n'essaie pas d'imposer une certaine vision de la réalité, mais on essaie de comprendre la leur et en comprenant la leur, de comment intégrer cette perspective dans, tu vois, dans la recherche, dans la façon dont on fait la connaissance, mais aussi comment on va appliquer cette connaissance après. Donc, c'est ça la critique de la recherche dont Abigail mentionnait, c'est cette vision de la recherche d'une façon plus participative, d'une façon plus critique, d'une façon qui essaie d'apporter cette voix qui est normalement cachée, ces populations qu'on n'écoute pas nécessairement dans une recherche de gestion typique. Parfait. Alors, Marcos, on a une main levée. Oui. C'est sur Kwame. Yann Kwame, est-ce que vous voulez prendre la parole? Merci, professeur. Mhm. J'ai une question. Ce matin, avec le professeur Gazi, on a vu que la recherche qualitative demandait beaucoup de justifications. Quels sont les conseils que le professeur Barros peut nous donner pour que on ne passe pas, le chercheur n'utilise pas sa recherche pour faire un message personnel et plus pour traduire une réalité qui est vécue par certains acteurs? Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre dans ce type de recherche pour éviter que ce soit des messages particuliers qui soient transmis au lieu de refléter une certaine réalité? Alors, Gazi a mentionné, donc il y a deux, trois choses très importantes. Une, c'est cette idée du engagement. Donc, nous sommes justement dans les côtés non fondationnalistes. Donc, on croit pas à une recherche qui est à distance. On croit qu'il faut vraiment connaître ce qui se passe sur le terrain, il faut y être. Il faut parler aux gens. Donc, soit être présent sur le terrain, mais soit parler avec les gens et connaître leur perspective. Donc, cet engagement avec eux, soit par l'observation, soit par l'étudiant, soit par recherche-action, vous n'avez pas, de nouveau, vous n'avez pas besoin de faire tout faire. Donc, il y a des recherches critiques qui sont seulement observation, il y a des recherches critiques qui sont seulement des entretiens, seulement de la recherche-action. Donc, les choix sont possibles. Donc, mais quand vous faites ça, vous êtes engagé auprès de vous voulez savoir qu'est-ce qu'ils vivent. Donc, ça, c'est la première chose, cette implication, être là dans ces terrains, donc être présent. Donc, avec ça, je pense que la deuxième chose qu'on demande souvent des chercheurs, c'est d'être réflexive sur leur position dans le terrain. Donc, Gazi a mentionné à la fin un peu sur cette idée de réflexion. Donc, c'est important de savoir quelle est votre positionnalité, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, moi, par rapport à ces gens-là, où je suis. Donc, par exemple, chaque fois que je faisais une recherche sur les Brésil, j'ai toujours, il fallait dire que moi, je suis brésilien, j'ai une certaine position politique, une certaine vision de la réalité qui va influencer nécessairement comment je vais regarder cette réalité-là. Donc, on ne croit pas qu'il y a un chercheur complètement neutre. On comprend que le chercheur, toujours, il y a une certaine subjectivité qui va influencer comment on regarde la réalité. Donc, il ne faut pas nier ça, mais il faut reconnaître ça et être clair sur ça. Donc, être réflexif, c'est ça, c'est dire, oui, il y a un subjectif, voici la mienne, voici la façon dont je vois cette réalité-là, et comment elle va impacter mon interprétation de cette réalité. Donc, on n'est pas vraiment préoccupé par une vision neutre, objective de la réalité. On comprend qu'il y a toujours notre position, que notre position est importante. Ça va? Merci, professeur. Un Parfait. plaisir. D'autres questions?
Alors oui, n'hésitez pas c'est le moment de. Je pense que la recherche critique effectivement pose beaucoup de questions et puis peut être relativement intimidante. On ne peut pas avoir meilleur euh, spécialiste que Marcos Barros là avec nous. Donc profitez-en, posez les questions pour vraiment organiser la plateforme, hein. Professeur Oui, Sénécance, oui. excusez-moi, je ne veux pas monopoliser la Oui, mais parole, mais allez-y, allez-y. Je vous accorde oui, encore une question supplémentaire. c'est gentil. Allez-y. Merci beaucoup. Mhm, Depuis la thèse, j'ai essayé d'inscrire mes travaux de recherche dans la recherche critique. mhm. Donc, il y a des questions que je me pose souvent. Au professeur Barros, j'aimerais demander, est-ce qu'il serait intéressant dans certains types de papiers de décrire, puisqu'on ne nie pas le fait que le chercheur ne soit pas neutre dans ce type de recherche, est-ce qu'il est important souvent de décrire euh, une, un souvenir personnel qui aurait pu impacter ou qui aurait pu avoir une influence sur le type d'analyse que nous menons? C'est-à-dire, par exemple, le passé, un passé récent que nous avons vécu, une situation que nous avons ressentie. Est-ce que dans des articles, on peut avoir une petite partie sur ce genre d'informations pour, dans la rédaction Oui, des papiers? c'est une excellente question. Donc, notre position, c'est toujours par rapport à la recherche. Donc, c'est très important et je pense que c'est recommandable de parler de votre expérience en soi pendant les processus de recherche. Donc ça arrivait de moi, quand j'ai justement fait une recherche sur une technologie spécifique, sur un espace technologique qu'on a ici en France, qui je parlais justement de mon expérience en tant qu'ingénieur et comment ça informait la façon comme je me relationnais avec les gens. Donc, j'avais une certaine compréhension de technologie, mais aussi j'avais un certain, tu vois, critique par rapport à comment les technologies pouvaient limiter la qualité des gens. Donc, tout ça faisait partie de moi et je racontais justement des anecdotes pour montrer cette relation, comment j'interagissais avec les gens et comment cette interaction a lieu. Donc, oui, je vous recommande d'utiliser des anecdotes qui montrent justement cette réflexivité dans la recherche, dans le processus justement de collecte des données. Comment ça s'est passé? Comment votre présence là, est-ce que ça a influencé les gens? Est-ce qu'il a influencé ce qu'ils ont dit? Comment ils ont appris votre présence là? Est-ce que ça, comment ça a aidé la recherche? Comment ça a gêné? Donc ça fait partie de choses qui sont importantes à dire, oui. Merci, professeur. Je laisse la parole aux autres participants. Super. Merci. J'ai une préoccupation. Vas-y. En fait, je mène une étude sur l'autonomie financière et la qualité des systèmes d'information comptable dans les collectivités locales au Bénin. Excellent. Et j'ai fait quelques entretiens avec quelques responsables de ces collectivités. Pour eux, c'est comme si ils ne sont pas autonomes financièrement. Mais Mhm. quand je lis les statuts, et les statuts et les rapports au niveau des rapports au niveau sur le Bénin, je vois que l'État fait un effort pour rendre autonomes ces, les collectivités locales. Donc, je Mhm. me pose la question, est-ce qu'on peut aborder une... Vous êtes, oui, Hakim, je vous entends pas. Parce que le Ah, microphone est coupé. oui, Hakim, vous êtes coupé là, on vous entend plus. Ok, je disais, OK. est-ce que je peux aborder une piste de recherche critique pour mieux comprendre comment ceux qui travaillent dans les collectivités locales perçoivent la notion d'autonomie financière et ce que l'État entend par l'autonomie financière au niveau de ces collectivités locales? Est-ce qu'on peut avoir une piste de recherche sur cette thématique-là? Je pense que c'est une excellente question de recherche. Et c'est une question de recherche très importante du point de vue critique. Parce que, comme Gazi a mentionné, une des choses qu'on voit dans ce type de recherche critique, c'est que, d'abord,
chaque personne a un sens différent, a une perspective différente. Qu'est-ce qu'il veut dire dans votre cas, autonomie? Donc, c'est important de parler avec eux et essayer de comprendre comment ils voient autonomie, qu'est-ce qu'autonomie veut dire. Et d'un point de vue critique, la vision d'autonomie change avec ta position dans l'achat du pouvoir, hein. Donc, la façon dont l'État voit l'idée d'autonomie, comment l'appliquer, comment l'implémenter, tu vois, ça va être complètement différent dans la façon dont les gens pensent qu'ils doivent, tu vois, arriver à une certaine autonomie. Donc, non seulement la définition d'autonomie, mais comment y arriver, change beaucoup dépendamment de ta position dans un certain achat de pouvoir. Donc, je pense que c'est une excellente question de recherche. Et parler aux gens, c'est la meilleure façon de découvrir ça. Finalement, qu'est-ce qu'ils pensent et comment leur vision de ça est influencée justement par leur position dans cette structure de pouvoir. OK. C'est parfait. Merci. C'est une excellente question. OK. D'ailleurs, Conan, je voulais dire Oui. que pour moi, recherche critique, c'est une chose. Je pense pas que. Je comprends qu'ils peuvent sembler difficiles, mais pour moi, c'est assez intuitif dans le sens qui, de plus en plus, on pense que comme Hakim l'a fait, des éléments qui influencent les gens Mhm. dans leur vie, ou comment se comprendre comment ces structures de pouvoir influencent énormément la façon dont on vit, la façon dont on comprend la situation, le monde, hein. Mhm. Donc, mais je vais essayer de plus possible de montrer comment les recherches critiques peuvent être simples, efficaces, Non. satisfaisantes, plaisantes même pour faire et en plus impactantes. Ah, non, Importantes pour alors, notre société. c'était pas nécessairement par rapport à la conversation que tu engages avec nous, Oui, je mais sais. c'est simplement que la notion de recherche critique n'est pas ce qui est courante dans la Oui, tout façon à fait. dont, voilà, notamment dans nos disciplines, nous faisons de la Vous avez recherche. Et donc, complètement raison. c'est ça, c'est-à-dire que ça nous demande finalement de désapprendre un peu pour apprendre des choses nouvelles, une nouvelle façon d'approcher notre objet de recherche. Je pense que c'est dans ce Vous, sens-là. vous avez complètement raison. C'est Mhm. vrai ça c'est une chose que je voulais. Donc, je voulais parler un peu des sujets ici qu'il a introduit justement une idée importante. Donc, Mhm. Euh, plutôt, quelqu'un mentionnait justement comment est difficile de publier des études qui sont non Oui. fondationnalistes, hein. Mhm. Et donc, deux choses que je voulais dire, c'est d'abord, il y a des... Donc, regardez, c'était les seuls journaux critiques à l'époque. Aujourd'hui, de plus en plus, la recherche critique est répandue dans plusieurs journaux. Donc, on a des journaux qui sont traditionnellement positivistes, de plus en plus acceptent la recherche critique. Des journaux qui étaient, par exemple, essentiellement du point de vue très managérial, ils acceptent de plus en plus la recherche critique. Donc, particulièrement aujourd'hui, j'étais très surpris que l'Académie Belge a annoncé un prix de meilleur article. Et l'article qui a gagné, c'était un article sur précarité. Donc, l'Académie Belge, qui était un centre très managérial, très mainstream, très positiviste, a célébré comme un de ses meilleurs articles, un article critique. Donc, ça montre justement comment la critique évolue, comment occupe l'espace, il est de plus en plus légitime cette approche. La deuxième chose que je vais parler justement en parlant des sujets, c'est qu'il y a une tradition très établie, très ancienne en finance et en comptabilité des recherches critiques, hein. Il y a le journal Accounting Organization Society qui est très connu depuis des années, fait de la recherche critique en comptabilité. C'est une communauté qui est assez forte, avec la recherche très intéressante. Donc, ceux qui ne connaissent pas encore ce type de recherche critique en finance comptabilité, je vous invite par exemple, à regarder ce journal. Mais il y a beaucoup, particulièrement des études critiques sur donc comment on définit quantification, mesure, comment on définit valeur. Particulièrement aujourd'hui avec l'idée de comment on définit valeur sociale, comment on mesure une valeur sociale. Et aussi écologique, de plus en plus aussi. Comment on définit une valeur écologique, comment on mesure, comment on quantifie
un impact écologique. Ça, c'est des recherches critiques très importantes et qui sont de plus en plus présentes. Donc, tout ça pour dire que la recherche critique, elle est de plus en plus institutionnalisée dans le bon sens. Elle est un peu partout. Et vous avez une tradition très belle de recherche critique qu'il faut, si vous ne connaissez pas, il faut découvrir. Hein. Absolument. Peut-être que, Marcos, avant que tu avances le dessus, hein, je vais donc rajouter à EOS, donc Accounting Organization and Society. Nous avons aussi Critical Perspective and Accounting, CPA, voilà, qui est la deuxième grande revue de perspective critique interdisciplinaire. Et puis on a une troisième revue qui est Triple AG, donc Accounting, Auditing, Accountability Journal. Voici vraiment les trois grandes revues qui sont dans la comptabilité, qui portent des problématiques critiques dans la comptabilité. Oui, une très belle tradition, je dois avouer. Donc, pour revenir un peu dans les sujets, qu'est-ce que vous pouvez justement discuter, qu'est-ce qu'on discute normalement, potentiellement tout, n'importe quel sujet est possible en recherche critique, là. Dès que vous justement explorez les dynamiques des pouvoirs, des instances, des alternatives, donc on a des domaines traditionnels comme la finance, comme la comptabilité, comme j'avais dit, justement l'idée qu'est-ce qui est derrière les processus de quantification, qu'est-ce qui est derrière la mesure, comment on mesure, qu'est-ce qui est privilégié, qu'est-ce qu'on donne de la valeur, tu vois, comment on établit de la valeur à certaines choses et pas à d'autres, à certaines communautés, pas d'autres. Tout ça fait partie de comment vous pouvez approcher finance comptabilité. Pour stratégie, la même chose pour ressources humaines. Donc, tous ces domaines ont une vision critique. Donc, Penelope, dont on parlait avant, elle a fait, par exemple, la recherche critique en marketing. Et très bien, d'ailleurs, et avec des résultats très intéressants. Donc, ces domaines traditionnels ont déjà aussi une tradition de la recherche critique. Mais il y a on a des objets traditionnels, donc on parle beaucoup en recherche critique, par exemple, sur l'identité, sur comment on peut faire un leadership critique, un entrepreneuriat critique, comment on regarde la technologie, l'usage de la technologie de façon critique, soutenabilité, inégalité, discrimination. Mais il faut penser aussi qu'on est ouvert à d'autres objets qui ne sont pas nécessairement les objets traditionnels, d'autres phénomènes qui sont particulièrement chez nous. Hein. Donc, c'est dans ces articles que j'ai montré tantôt, il y a par exemple la recherche latino-américaine amène la question qu'on appelle de buen vivir, qui c'est une forme de collaboration différente, une forme de cohabitation différente dans les communautés. Au Brésil, il y a toute l'idée on appelle technologie sociale, donc qui on traduit comme technologie sociale, mais que c'est une façon différente, par exemple, comment une communauté construit, développe, change la technologie au sein des favelas au Brésil. Donc, il y a de nouveaux phénomènes, de nouvelles façons de regarder les choses, et on est complètement ouvert à ces nouvelles façons de regarder. Donc, ça, c'est seulement un survol, mais qui est qu'une façon limitative. Hein. Donc, soyez libre à porter de nouveaux regards, de nouveaux phénomènes, d'amener de nouvelles choses chez nous. Dans des approches critiques, on est assez ouvert à ça. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec la recherche critique? Quels sont les objectifs finalement? Donc, ça a aussi évolué, dont l'importance c'est qu'on a l'évolution, l'histoire de la recherche critique. Donc, je dois avouer qu'avant, particulièrement à l'époque plus la domination occidentale, on était beaucoup à ce qu'on appelle les anti. Donc, on était beaucoup contre beaucoup de choses. Donc, on a commencé la recherche comme quelque chose qui était anti-performance. Donc, on questionnait justement la domination de performance comme critère des entreprises. On voulait, tu vois, porter un regard beaucoup plus humain de la condition de travail et tout ça à l'intérieur des corporations. Il y avait aussi les antipositivismes. Donc, on revient à la critique de la recherche. Donc, on questionnait justement ce type de construction de connaissances qui était basé
basée sur mesure et contrôle, pas seulement sur mesure, mais comme mesure comme une forme de contrôler, comme une forme de contrôler en société, contrôler en groupe, etc. Donc, on critiquait ça, on essaie de voir différemment, d'apporter différentes voix, etc. Et on était aussi, bien sûr, anti-domination. Donc, on voulait dévoiler ses pouvoirs, montrer cette résistance, on essaie de voir qui étaient les défavorisés de la gestion à l'époque. Donc, ces regards anti étaient toujours un peu à distance. Donc, c'était beaucoup, on regarde, on propose alternatives, mais il n'y avait pas beaucoup d'engagement avec les communautés. C'était une critique qui était très à distance de ce qui s'y passait dans le monde. Mais de plus en plus, on essaie non seulement de passer un peu la anti pour être plus out there, donc proposer d'alternatives, et aussi d'être beaucoup plus engagé, d'être beaucoup plus proche des activistes. Quand je parle d'activistes, ce n'est pas nécessairement seulement des mouvements sociaux, mais aussi des activistes à l'intérieur des organisations, hein, des représentants des syndicats, mais des gens qui aussi essaient de développer des visions alternatives à l'intérieur des organisations. Donc, on passe beaucoup plus à proposer des alternatives, d'incorporer différentes voies et d'ouvrir des différentes épistémologies théoriques qui existent dans d'autres géographies autour du monde. Donc, les Global South ont de plus en plus ouvert à ces différentes voies, mais on veut aussi créer des relations qui sont plus proches, plus profondes avec des activistes, avec des gens qui veulent justement changer la réalité. Donc, disons qu'aujourd'hui, on pense qu'on est plus dans une position où on peut seulement examiner la réalité, on est de plus en plus, on veut impacter cette réalité-là. Ça ne veut pas dire que votre recherche, si elle reste au niveau de l'examen de la réalité, elle n'est pas légitime, elle est tout à fait légitime. Mais de plus en plus, on voit qu'on va dans la direction d'essayer de créer un impact, essayer de justement changer un peu. On a une époque de crise sociale, écologique, etc. Donc, on se préoccupe avec cet impact-là. Est-ce que ça va, des questions? Je regarde dans le chat. Alors, non. Alors, s'il y a quelqu'un qui a posé une question que j'ai pas vue, n'hésitez pas à la reprendre. Voilà, il y a encore oui, il y a une main levée de la part de Yann Kwame. Allez-y, Yann. Et encore merci, professeur. Je voulais revenir à une question de méthodologie. Bien sûr. Vous avez dit que la recherche critique, c'était aussi l'analyse des pratiques micro qui permettaient, qui étaient porteuses de changements au niveau macro. Dans le Oui. cas des entreprises, quel serait le niveau d'analyse? Est-ce que ce sont les individus qui déclenchent ce processus de transformation ou on pourrait avoir comme niveau d'analyse les organisations? Est-ce que l'entreprise... Bon, la question que je me pose en même temps, Oui. c'est que j'ai du mal à analyser le comportement de l'entreprise comme acteur de changement sans faire référence aux individus qui sont à l'intérieur de l'entreprise. Ça, c'est une difficulté que j'ai même sur un papier actuellement. Quel serait le meilleur niveau d'analyse pour ce genre de choses? Oui. Donc, je comprends ce que vous dites parce que ça, c'est une vision assez critique. Parce que normalement, la théorie de gestion traditionnelle a une tendance à voir les organisations comme c'est unitaire, hein, comme tout le monde est d'accord, tout le monde a la même pensée, tout le monde a la même vision de l'organisation, les mêmes buts, les mêmes objectifs. Et ça, c'est une chose qu'on met beaucoup on grain de sel là-dessus. Donc, de plus en plus, on essaie de montrer justement que les acteurs à l'intérieur de l'organisation, souvent, ils ont des terrains différents, des objectifs différents, certainement des perspectives différentes. Donc, je comprends quand vous dites que c'est difficile de regarder l'organisation comme un acteur qui est homogène. Oui, où tout le monde est d'accord. Donc, normalement, la recherche critique elle est beaucoup au niveau individuel, comme vous dites. Donc, on essaie de voir les acteurs et leurs perspectives. Ceci dit, on comprend qu'il y a une influence au niveau méso, au niveau macro des organisations.
Donc, il y a des recherches qui essaient de voir, par exemple, les mouvements sociaux, même si on comprend que dans un mouvement social, il y a des voix qui sont différentes. Il y a un poids politique de ces mouvements sociaux-là. Ces gens ensemble sont capables, à travers une certaine organisation, d'influencer l'État, d'influencer les partis politiques, d'influencer la société dans une certaine direction. Les mêmes choses pour les organisations non gouvernementales, même si on comprend qu'à l'intérieur de ces organisations, les individus peuvent avoir des visions différentes. L'organisation, soit elle peut avoir un impact, elle peut avoir une certaine influence sur la réalité. Oh, pardon. Voilà, c'est bon, j'ai muté. Allez-y, oui, vas-y Marco, j'ai muté. Non, c'est seulement ça. Donc, je comprends que moi, particulièrement, j'aime beaucoup regarder les acteurs, les individus. Mais je comprends qu'il y a une recherche qui peut être faite à un niveau plus macro, où les pouvoirs des organisations peuvent être intéressants à investiguer. Donc, comment ces organisations éventuellement peuvent convaincre, par exemple, un changement social à l'intérieur d'une société, à travers l'État, à travers la pression sur un groupe spécifique. Les syndicats sont des acteurs très intéressants, tout en reconnaissant qu'à l'intérieur des syndicats, les membres peuvent avoir des perspectives différentes. Est-ce que ça va? C'est bien compris, professeur. Merci beaucoup. Ouais, ça me fait plaisir. Alors, donc, finalement, comment publier? Donc, une recherche critique, comment faire, comment publier? Donc, ce que Ghazi a présenté avant ma présentation fonctionne pour nous aussi. OK? Donc, les formats de comment on produit la recherche, non, il n'y a pas beaucoup de différences de recherche critique. On est ouvert à plusieurs formats d'ailleurs. Il y a des formats qui sont plus narratifs, des formats qui sont plus alternatifs, mais les formats traditionnels tels que Ghazi a présenté fonctionnent très bien pour nous aussi. OK? Donc, là, il faut reconnaître, donc on fait la recherche critique, il y a toujours, je dis toujours qu'il y a c'est deux mondes différents. Produire la connaissance et ce qu'il appelle produire les contenus, vont requérir une certaine traduction qui n'est pas évidente, mais qui, moi, je passe beaucoup d'années pour essayer. Même aujourd'hui, je ne maîtrise pas complètement ça, pas du tout. Mais il y a un certain besoin de connaître ces formats, tels que Ghazi a présenté, de comment justement présenter vos connaissances de façon que ce soit accessible à un certain public. Donc, connaître ton public aussi, c'est très important. Donc, notre public, comme je dis, c'est un public critique qui va avoir certaines expectatives de type de sujet ou de type d'approche que vous allez avoir. Donc, c'est important de connaître ce public. C'est important d'engager dans la conversation. Donc, une chose que Ghazi n'a pas mentionné, c'est que, par exemple, quand vous envoyez un article de n'importe quel journal, le journal a une certaine vision éditoriale. Il y a certains articles qui fonctionnent par un certain journal, mais pas dans un autre. Une façon de comprendre ça, c'est lire les articles du journal essentiellement. Donc, dans notre cas, aller sur Organization, voir qu'est-ce que les gens écrivent, sur quoi ils écrivent, comment ils écrivent, quels sont les sujets les plus récents, quels sont les débats les plus récents. Donc, essentiellement, quand vous publiez quelque chose, vous rentrez dans une conversation, particulièrement de ces journaux-là. Donc, c'est important de connaître qu'est-ce qui est dit, et particulièrement qu'est-ce qui n'est pas dit, pour pouvoir participer à cette conversation-là. Donc, ça, c'est le type de choses qui fonctionnent pour des recherches plus mainstream, mais ça fonctionne aussi pour la recherche critique. On a besoin que vous participez à cette conversation. Donc, par exemple, quand je dis qu'on est très ouvert à des théories, à des phénomènes qui viennent du Sud, qui viennent du Global South, on est très intéressé aussi quand vous venez essayer de publier chez nous, que vous participez à des conversations aussi avec des gens d'Occident. En plus, pour montrer comment nos théories, notre vision peuvent informer la leur. Comme
on peut complémenter, comme on peut apporter quelque chose de nouveau à la façon dont eux voient le monde, la façon dont eux comprennent les mondes. Tu vois. Donc, on veut montrer justement qu'on est capable, qu'on a beaucoup de ressources, beaucoup de richesses intellectuelles pour participer à cette conversation. Donc, c'est pas notre objectif que vous arrivez chez nous et restez dans un espace qui c'est seulement Global South. Non, on veut que vous participez vraiment à une conversation. Et dans cette conversation, comme Gazier dit, il y a aussi l'importance d'apporter une vision théorique différente, d'apporter une vision, une insight, une vision de la réalité qui soit différente, qui peut avancer la conversation, qui peut apporter quelque chose d'intéressant. Est-ce que ça fait du sens? Parfait. Oui. Absolument. Absolument. OK. Donc, particulièrement, donc ça c'est recherche critique, mais particulièrement en organisation. Donc, comme j'avais dit, on était les premiers, mais on est encore le principal journal de recherche critique en gestion. Donc, la recherche critique est répandue partout, mais on reste quand même le journal où les nouvelles idées en termes de critique apparaissent et qui sont développées, sont créées. On reste un journal qui fonctionne à partir d'un comité de lecture. Donc ma fonction, par exemple, va être de recevoir vos articles, de faire ce qu'on appelle éventuellement l'analyse du fit. Est-ce que l'article est vraiment pour l'organisation? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui potentiellement peut contribuer au journal? Donc, c'est moi qui vais décider si on va avoir ce qu'on appelle le desk reject ou si le journal va continuer au processus des révisions. Donc, là, je vais attribuer à mon éditeur associé qui, eux, vont être ceux qui vont s'occuper de l'article dans leur développement. Donc, ils vont inviter d'autres réviseurs qui vont donner des suggestions d'amélioration et qui vont éventuellement donner une décision sur les journaux, sur les soumissions au fur et à mesure qu'elles évoluent. Donc, on fonctionne aussi dans ce qu'on appelle le peer review, blind peer review, là, les comités de lecture typiques, aveugles, qui fonctionnent dans les grandes revues de gestion. Mais la langue est anglais, donc désolé pour ça. On reste dans l'anglais pour organisation. Pourtant, il y a deux choses, je pense, qui est différent chez nous. D'abord, et ça, c'est une chose qu'on dit toujours aux réviseurs et aux associés. La langue anglaise, mais on ne va pas être là en train de passer du temps à vous dire que votre grammaire n'est pas bonne, que votre orthographie est... On dit toujours que la langue, si vous êtes capable de passer les messages, c'est pas notre but d'examiner votre niveau de langue parce qu'on sait que particulièrement dans un journal international, le niveau de langue va varier beaucoup. Donc, on n'est pas là pour ça, on est là pour comprendre les idées, pour avancer les idées. Donc, il y a toujours une bienveillance par rapport à la langue. Il y a toujours cette vision de qui est la langue si on comprend les messages, c'est assez suffisant. Donc, c'est une vision, une perspective qu'on passe toujours aux réviseurs et aux éditeurs associés. L'autre chose, c'est qu'on de plus en plus, on essaie d'être ouvert. Donc, une chose qu'on va faire, et c'est pour bientôt, cette année encore, c'est qu'on va commencer à publier des résumés en langue étrangère. Donc, l'idée, c'est on va publier des résumés en anglais et dans la langue du pays d'origine de la personne qui va publier. Soit portugais dans mon cas, soit, je sais pas, soit Shona dans les cas de Penelope. Donc, on va toujours avoir la possibilité d'avoir un résumé dans la langue d'origine. Et en plus, on ouvre à la possibilité de faire des podcasts dans la langue originale. Donc, on a un podcast en portugais, on a un podcast en arabe. Donc, vous avez toujours la possibilité de créer des podcasts qu'on met dans notre website, dans notre langue originale. OK? Mais ça reste que le focus du journal, c'est la contribution théorique, c'est la criticalité, c'est l'engagement dans la conversation. Mais ce qu'on considère comme contribution théorique évolue avec ce qu'on considère comme théorie. Donc, fois de plus, on est très, très, très ouvert à les théories des nouvelles théories qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'autres pays, qui particulièrement viennent
du Sud. Et on est aussi très intéressé avec ces connexions avec l'activisme. Donc, juste en haut, vous pouvez voir qu'on a un format, donc une section spéciale qu'on appelle Acting Up, qui c'est essentiellement des articles qui parlent d'activisme. Donc, il y a moins d'importance mise sur la construction théorique et plus d'importance à parler de expériences d'activisme différentes qui apportent une vision différente, apportent des contributions différentes au journal et à notre communauté. D'accord? Et je voulais finaliser sur deux choses avant qu'on passe à la discussion plus ouverte. Donc, d'abord, cette année, on célèbre 30 ans Organization. Donc, on vient de, justement, on va publier un numéro spécial d'ici à 2 semaines sur ces 30 ans-là où on parle justement des nouvelles perspectives. On a 2 ou 3 articles sur justement des perspectives du Global South. Et dans l'éditorial que j'ai écrit avec Patrice Zanoni, qui est l'autre éditrice en chef, on parle de 3 choses qui renforcent justement ce je viens de dire. Donc, on parle de l'importance d'un pluralisme épistémique à l'intérieur du journal, d'une communauté qui soit bienveillante, qui ouvre notre espace à d'autres personnes, à d'autres communautés, et particulièrement ce qu'on appelle une politique de l'espoir. Donc, l'idée qui, non, pour la grande majorité des personnes au monde, on n'a pas le droit de dire d'être polarisé, hein, dire que les choses ne vont pas, qu'elles ne vont pas changer. On est toujours dans l'idée que oui, on est capable de faire quelque chose et qu'il y a possibilité de changer la réalité. Donc, tout ça pour dire que nous sommes ouverts à votre voix, nous sommes ouverts à que vous veniez participer à cette communauté critique en tant qu'auteur, mais aussi réviseur, et éventuellement, à mesure que votre engagement évolue comme membre de notre editorial board, donc notre, comment on dit ça en anglais, en français, editorial board. Comité éditorial, oui, merci. Comité éditorial, ouais. Comité éditorial. Donc, venez, on est vraiment ouvert que vous voulez participer. Et la dernière chose, là, après, je vais me taire, c'est que l'année prochaine, on va avoir notre première conférence virtuelle du journal. Donc, ça, c'est nouveau. Donc, ça, c'est en décembre 2024, justement pour changer un peu du été européen, où les conférences normalement se passent. On avait décidé qu'on va avoir des frais de participation qui soient soit extrêmement réduits, soit inexistants, particulièrement pour les doctorants et les professeurs qui sont plus juniors. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'avoir le plus possible des gens. C'est virtuel justement parce qu'on veut éviter que les gens dépendent de dépenser des frais d'avion et tout ça, frais d'hôtel. Et on veut ouvrir cet espace, cette conférence comme un espace d'expérimentation où tous les sujets critiques sont bienvenus, tous les comités sont bienvenus, tous les formats, toutes les langues. J'ai mentionné justement à Conan qu'on pourrait faire. D'ailleurs, j'ai déjà invité Conan à faire une session qu'on pourrait faire complètement en français, par exemple. Donc, aucune raison pourquoi pas avoir une session qui soit en français ou même dans d'autres langues. Donc, que puisse avoir le plus possible de monde qui soit inclus. Donc, on va avoir des informations bientôt, d'ici à la fin de l'année, sur les calendriers, justement, de soumission et tout ça. Mais si vous avez des propositions de sessions sur n'importe quel sujet qui implique n'importe quelle communauté, avec des formats comme vous voulez, vous êtes très bienvenus. Et espérons qu'on va se rencontrer l'année prochaine. Merci beaucoup, Marcos. Mais je pense que c'est une invitation qui est très, très bien retenue. C'est vrai qu'on avait la discussion en cours. Donc, je ne savais pas que le projet avait évolué jusqu'à avoir une date bien précise maintenant. Donc, on reviendra nécessairement à discuter là-dessus. Donc, Marcos, merci encore. Chers participants donc à l'atelier AFA, donc pour la première fois sur la plateforme, on a un académique sur des questions critiques. Donc, je pense que c'est nouveau pour nous et j'espère que nous allons pouvoir renouveler l'expérience avec lui parce qu'on a toujours besoin d'être éduqué sur cette perspective de recherche-là qui est, comme je le disais, c'est
complexe pas parce que c'est Marcos qui le présente, mais complexe parce que c'est pas commun. Voilà, c'est pas la chose la plus commune dans laquelle on s'engage. Alors, Vous avez nous complètement raison. avons la partie questions-réponses. On a à peu près 20 minutes pour finir tout le workshop d'aujourd'hui. J'ai une main levée, c'est Kwame, Kwame Yann. Donc, Yann va démarrer. N'hésitez pas à lever vos mains et poser des questions, c'est important. C'est notre plateforme. Allez-y. Donc, la parole est à Yann Kwame. Non. Bon, alors je vais entre-temps lire. Excusez-moi. Oui, allez-y, allez-y. Merci, j'avais oublié de réactiver le son. Toutes mes Mhm. excuses. Merci, professeur Sénican. Merci, professeur Barros. Je voulais revenir à une question concernant la présentation des articles en recherche critique. Oui. Je vois dans la revue AOS très peu, dans la plupart des articles, très peu de sections méthodologie. Je ne sais pas si dans la présentation, dans la soumission des articles, la section apparaît. Et puis, au niveau de produire la version finale, on fait disparaître la section pour des questions de nombre de mots et de pages, etc. Ou bien, comment est-ce que ça se présente dans le processus de révision des articles concernant la partie méthodologie de la recherche? Je peux peut-être laisser Conan connaît Oui, beaucoup mieux la revue. Mais euh, normalement, les journaux absolument. varient beaucoup dans leur format. Hein. Donc, il faut Mm. voir. Conan, oui. Bon, alors, je vais parler, pas parce que j'ai déjà publié moi dans cette revue, j'ai déjà issué un desk reject là-bas. Bon, donc j'ai pas encore de papier publié là-bas, mais je lis pas mal d'articles dans cette revue. En fait, ça dépend. Je pense que le papier sur lequel vous êtes tombé doit être assez particulier, mais ça dépend. Il faut dire que AOS est relativement flexible. Et AOS aussi publie beaucoup aussi de papiers qui ressemblent à des essais. Ce qu'on appelle des essais, c'est plutôt, on va dire, des papiers d'opinion euh, voilà, de chercheurs qui ont une certaine réputation, qu'on invite, ou alors qui proposent aussi ça passe. Et donc, dans ces conditions-là, le format de l'article n'est plus un format classique, comme un format de papier empirique. Vous voyez? Donc, ça peut expliquer ça. Oui. Voilà comment je pourrais répondre à ça. Mais j'ai vu de tout. Hein. Dans AOS même aussi publie des choses quanti, même si AOS est tout à critique. fait. Voilà, il publie aussi des choses quanti. Donc, on verra que dans les papiers AOS de choses quanti, il y a vraiment une bonne partie, une bonne section méthodo classique qu'il y a. Alors, un des papiers qui me vient en tête parce que j'utilise la même méthode, c'est par exemple un des derniers papiers de Bedford sur Qualitative Comparative Analysis, QCA. C'est vraiment un pur papier empirique, mixte. Ils ont mixé QCA avec des questionnaires. Donc, il y a vraiment une grosse section méthodologique qui a développé là, quoi. Oui, mais il faut dire, je voulais ajouter, c'est parfait, Conan, je voulais ajouter justement que nous, à Organization, nous sommes ouverts aussi, nous sommes très intéressés à des papiers théoriques et des essais. Donc, comme Conan dit, dans ces cas, il n'y a pas de partie méthodologique parce qu'il n'y a pas de partie empirique. Donc, c'est seulement votre contribution par partie dans certaines idées théoriques qui proposaient de nouvelles visions théoriques dans certains sujets spécifiques. Donc, pas besoin d'empirique pour ça, donc il n'y a pas de méthode. Donc, peut-être c'est ça. J'ai une question d'Abigail dans le chat que je vais lire. Ou alors, si Abigail veut prendre la parole, ça serait bien. Sinon, je peux lire si elle nous entend et que elle est disposée à discuter sa question. Bon, je vais la lire et puis peut-être elle va prendre le train en marche. Donc, elle dit, alors, évaluer la performance commerciale des PME sur le marketing digital au Togo peut-il être considéré comme une recherche critique? Si oui, comment s'y prendre et quelles pistes d'orientation, s'il vous plaît? C'est bon, Marcos? C'est dans le chat, hein, tu peux regarder aussi la formulation. Oui, je vais regarder le chat, comme ça Oui, j'ai une idée. ouais, c'est ça. Donc, c'est Abigail. Alors, Oui. évaluer la performance commerciale des PME sur le marketing digital au Togo. Petite conséquence. Comme vous l'avez écrit, Abigail, là, c'est pas nécessairement critique. Le fait d'être au Togo ou être sur les PME, sur les marketing digital,
Mais, une fois de plus, si vous êtes capable d'essayer de comprendre, par exemple, comment les marketing digital a affecté ou a influencé un certain type de consommation ou a influencé un certain... Tu vois, c'est toujours, en fait, essayer de regarder comment ces pratiques ont un impact sur le monde qui peuvent être négatifs ou positifs, etc. Mais, donc, c'est de regarder derrière ces pratiques, quelles sont justement comment elles créent ou améliorent ou empirent les relations de pouvoir. Donc, ouais. Donc, en soi, la question n'est pas nécessairement critique, non. Désolé. Donc, Mais, oui, désolé, mais il y a une façon Marco. de la développer critiquement. Pardon, vas-y. Oui, non, mais voilà. Donc, oui, la question suivante, c'est donc l'attitude qu'on doit adopter, la démarche intellectuelle qu'on doit adopter pour questionner un objet de façon critique. Ça pourrait être quoi? Et en prenant l'exemple de c'est vrai que tu donnes un élément en disant, par exemple, elle pourrait aller chercher à regarder dans quelle mesure est-ce que ce marketing digital euh, influerait peut-être des attitudes de comportement ou est-ce De qu'il de consommation et tout ça. consommation? Oui, oui. Ouais. OK. Parce qu'une des choses, et c'est intéressant, une des choses il y a plusieurs des choses qu'on utilise dans nos pays, hein, et là, j'inclus l'Afrique, l'Amérique latine, etc., qui sont des concepts et pratiques essentiellement occidentaux. Donc, ils supposent une certaine vision du monde, une certaine communauté, une certaine culture, une certaine... Donc, et ce que je remarque de plus en plus, c'est que, par exemple, on utilise des marketing digital qui, normalement, il y a des concepts qui sont assez occidentaux. Il y a une influence, justement, sur nos propres pratiques sociales qui sont très spécifiques chez nous, hein. Donc, il est intéressant peut-être de voir les marketing digital et voir finalement, est-ce que le marketing digital fait du sens au Togo? Ou comment, dans le Togo, il va influencer des pratiques sociales qui existent. Là, va changer ces pratiques sociales de façon peut-être positive, de façon aussi négative. Donc, quand on utilise ces concepts qui sont assez occidentaux, une des choses que j'essaie de voir toujours, c'est comment il s'adapte au nom, et normalement c'est au nom, à notre réalité sociale, qui est très spécifique, hein. Soit au Togo, soit au Brésil, soit au Rwanda, n'importe où, comment elles vont influencer justement notre réalité sociale et comment elles vont parfois impacter négativement notre vie, notre relation en tant que communauté, notre culture, notre vision de ce qu'est le bonheur, ce qui est tu vois, une communauté, etc., etc. Donc peut-être ça, c'est une façon de regarder ça. Donc regarder critiquement qu'est-ce que le marketing digital veut dire et comment exactement il, il, comment il impacte une vision des communautés, de sociétés du Togo qui est certainement différente de la vision qu'on a aux États-Unis, en Angleterre, en France, etc. Parfait. Alors, il y a Yann Kwame qui a une question dans le chat. C'est donc Yann, vous pouvez donc interagir une fois que j'ai posé la question avec le professeur Barros. Comment la scientificité de la recherche critique est acceptée en dehors de la communauté des chercheurs critiques? Voici la question. Excellente question. Donc, comme j'ai dit qu'on a commencé comme antipositiviste, les positivismes ont l'idée d'une recherche scientifique neutre, basée sur mesures, contrôle, etc., est encore très dominante. On ne va pas se cacher. Mais comme je l'avais dit aussi, on commence à trouver des espaces. Donc, il y a 30 ans, on était considéré comme... plusieurs considéraient qu'on n'était pas de la science du tout. Et de plus en plus, on reconnaît l'apport qu'on peut donner. Donc, oui, il y a toujours une certaine communauté qui ne croit pas à la recherche critique. Donc, les guerres de paradigmes existent toujours. Mais disons que de plus en plus de journaux, de plus en plus de communautés voient les bénéfices de la recherche critique. Qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau? Mais il y a toujours une certaine communauté très positiviste qui pense que notre recherche n'est pas la recherche. Et
oui, vice-versa, on a aussi une certaine critique par rapport à une vision extrêmement positiviste de la réalité. Ouais. Parfait. Ouais, mais Alors, de plus en plus légitime. Hein. mhm. J'ai une autre question de la part de Mounia Khalif. Est-ce que Mounia Khalif veut poser sa question parce que je pense que c'est la première fois que la personne se manifeste, donc ça serait intéressant qu'elle elle-même pose sa question à la personne. Sinon, je peux la poser et puis elle prend la suite pour interagir avec le professeur Barros. Alors, Mounia, non. Bon, allez, je pose la question. Oui, Donc, bonjour. allez-y, Mounia, Bonjour. allez-y, posez votre question. Bonjour. Rebonjour. J'ai déjà Oui, parlé auparavant avec le oui, c'est vrai, professeur ouais, Gazi. merci. Allez-y. Là, oui, donc avec le professeur Barros. Donc là, pour la recherche critique, c'est vrai, c'est une étape un petit peu avancée concernant la recherche, la réflexion. Ça permet de poser beaucoup de questions, de générer plutôt de la réflexion sur des thèmes. Mais pour un jeune chercheur, est-ce que c'est facile de publier, donc là, dès le départ, avec une recherche critique? Ou bien sûr, est-ce qu'on a besoin de plus de recul avec plusieurs publications, si on peut Ouais. dire conventionnalistes, avant de passer à la critique? Ben, Merci. Mounia, merci pour la question. En fait, on était dans les petits groupes ensemble, Mounia. Donc, on a parlé un peu. Donc, ben, la réponse courte, c'est non. Je pense qu'on n'a pas plus de difficultés de publier ici qu'on aura dans un recherche plus mainstream, là, plus traditionnel. Je pense que les défis d'écrire une contribution théorique, c'est les mêmes. Les défis de développer une recherche qui a du sens. Tout ce qui quasi a mentionné avant, il y a de la cohérence épistémologique, tout ça. Les défis sont les mêmes. La seule chose que je pourrais dire, que je pense qu'on a un certain avantage, en fait, c'est qu'il de cette hiérarchie qui existe aussi dans la publication. Donc, on ne va pas signer qu'il existe aussi une hiérarchie dans ce qu'on appelle la politique de la publication. Hein. Il y a certains qui dominent, certains qui publient plus que d'autres, qui ont participé à certaines communautés, qui s'y protègent, qui créent de barrières à l'arrivée d'autres communautés. Ça existe. Hein. La différence, c'est on est très conscient de ça. Donc, on est très aussi critique par rapport à cette politique publication traditionnelle qui existe. Et donc, on essaie de créer des espaces pour des jeunes chercheurs. Donc, on a un programme justement pour accompagner ces jeunes chercheurs qui font ça. On a aussi, bien sûr, au-delà de jeunes chercheurs, comme j'ai dit, on a beaucoup plus d'espace à d'autres communautés, d'autres géographies, disons, d'autres traditions intellectuelles qui les journaux plus traditionnels. Les journaux plus traditionnels, normalement, ça c'est une critique que j'ai écoutée de Conan, d'autres personnes ils veulent vos données pour confirmer leur théorie, tu vois. Et nous, on veut que vous apportez vos données pour parler de vos théories, de votre vision du monde, de votre perspective. Donc, dans ce sens, la difficulté est la même. On veut toujours la contribution théorique, on veut toujours un article qui soit bien formaté, Mais les barrières de la communauté de la politique de publication, tu vois, de ces communautés qui essaient de contrôler le système de publication, sont moindres chez nous, justement parce qu'on est conscient que ça existe et qu'on veut diminuer ça, qu'on veut donner l'accès à d'autres communautés. Parfait. Alors, j'aurais moi une question. Merci beaucoup. Ah oui, merci Merci, Mounia. Monia. J'aurais moi une question qui renverrait Marcos à certaines discussions qu'on avait déjà eues hein, en dehors de cette plateforme. C'est quelle est la pertinence pour toi de poser des questions de structure de pouvoir sur des objets de recherche dans le contexte africain, mais avec des théories non africaines? Comment tu vois cet engagement dans la recherche critique? Ouais. OK, donc je vais mettre ça de deux façons. Donc, Mhm, je comprends que ça, c'est une possibilité. mhm, Et que ça a été déjà fait d'examiner d'autres, y compris les contextes africains avec des théories occidentales. mhm. Euh, donc, c'est possible de les faire. Mais je crois qu'on perd beaucoup des nuances de la réalité locale. Parce que
forcément, je vais donner un nom là, Foucault connaissait rien de l'Afrique. Donc, pour utiliser ces théories, pour examiner un contexte africain, ça, on perd beaucoup de nuances. Donc, l'idéal justement pour que la communauté africaine gagne en poids et pour que son héritage intellectuel soit reconnu, c'est que les données africaines soient compris avec des approches africaines, avec les théories africaines, avec les auteurs africains, pour qu'on puisse justement comprendre ces nuances et qu'on puisse voir qui a cette bagage, contribution importante à apporter à la compréhension de la gestion en général. C'est un peu mon point de vue. Merci beaucoup pour la réponse. Ça renvoie peut-être à une conversation que j'avais eue avec Yannick, je crois, au Ghana, dans le cas de AFA. Et je crois que... Oh, alors, je cherche qui a son micro ouvert. Désolé, il faut que j'arrête ce micro. Qui est-ce qui a son micro ouvert? Ah, c'est ici. Voilà, j'ai coupé. Donc, je disais que je pense que le moment est très bienvenu en ce moment, et d'ailleurs, toute la communauté internationale est très ouverte à ce que nous, chercheurs qui nous intéressons, d'abord africains, et qui nous intéressons aux problématiques organisationnelles africaines, que nous regardions les théories conçues par des Africains. C'est-à-dire que nous regardons dans les sciences humaines africaines comment nous pouvons utiliser la théorisation du monde que les penseurs africains ont posé pour mener une recherche. Et je pense que la plateforme que tu représentes, Organisation, est vraiment une excellente plateforme de ce point de vue-là. Vraiment, c'est un appel solennel. Et donc, je note bien aussi tout ce qu'on doit discuter pour décembre 24. On refera des annonces plus tard là-dessus. J'ai conscience du temps. Il nous reste à peine 4 minutes pour finir. Je voudrais qu'on fasse, on va dire, le rituel habituel. Normalement, on envoie un petit lien pour vous faire un petit récap, mais ce coup-ci, pour X raison, je ne peux pas vous l'envoyer. Donc, désolé, peut-être le lien va partir un peu en décalé. Hein. On va vous envoyer un petit lien pour vous dire voilà, un petit retour, feedback sur l'atelier d'aujourd'hui. Avant de conclure, on a aussi pour tradition d'ouvrir les caméras pour prendre une photo de groupe. Hein, je vais faire une petite impression d'écran pour des questions de communication. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas timides. Pour ceux qui peuvent vraiment ouvrir leur caméra, ouvrez vos caméras, comme ça on fera une petite photo de groupe. Voilà, progressivement, voilà, merci beaucoup, s'il vous plaît. Voilà, je vois la page qui est en train de bien se remplir là. Voilà, ouvrez, s'il vous plaît. Sika, Bénéris, Mounia, Abigail, Kevin, Ghislain, Agathe. Bon, allez, je vais prendre d'abord une première là, ici. Voilà, que je vais poser là. OK. Je vais prendre une deuxième, ici aussi. Voilà. Et peut-être je vais prendre une dernière, ça sera la troisième. Comme ça, on a un petit souvenir de cette session d'aujourd'hui. Je vais peut-être revenir à la première. Voilà, je reviens à la première là. Je vais prendre encore. Super. Bon, merci beaucoup à tous. Avant de conclure, je vais donner la parole rapidement parce qu'on commence à bien faire les choses, on commence à être rodé. Donc, à notre futur guest qui a fait vraiment, il nous a fait l'honneur d'être avec nous. Donc, Jean-Claude, rapidement, juste un petit mot à l'audience, sans vraiment teaser toute l'affaire, mais voilà, Merci. juste te présenter. Ça, voilà, on va être avec Jean-Claude au mois de novembre pour notre session, pour le sixième atelier. Jean-Claude, tu as la parole, s'il te plaît. OK, merci beaucoup. Nous remercions le professeur qui nous a vraiment expliqué systématiquement ce que c'est que la recherche critique. Et le monsieur qui était là avant aussi. Gazi. Ah oui, voilà. Merci beaucoup. Vraiment, j'ai suivi avec beaucoup d'attention votre exposé parce que moi-même, je me considère comme... Ah, on t'a perdu un peu. Et j'approuve. Ouais, vous m'écoutez? Oui, c'est bon, ouais, on t'écoute, oui. OK. Oui. Et j'aime bien aussi votre journal. Je recommande à tous les étudiants qui ont suivi, les professeurs qui ont suivi, de prendre au sérieux votre exposé et également d'aller revoir l'exposé du professeur Islam qui était là pour le journal of Business Ethics. Et puis la fois prochaine, nous allons
voir comment exactement aller point par point, utiliser et son premier article. Donc, revenez nombreux à inviter les amis aussi. Comme ça, on se développe. Et j'aimerais aussi dire que l'occasion qui est ouverte pour nous de publier dans l'organisation avec les méthodes et les théories africaines est une occasion unique. C'est la première dit jamais vue. Donc, tous, allez chercher les données, commencez à écrire. Si vous avez des difficultés, on peut vous aider à augmenter votre qualité. Comme ça, vous apparaissez dans les journaux qui sont monde. Merci pour aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Claude. Donc voilà, Jean-Claude sera notre prochain invité. On ne dit pas encore le titre de la présentation, il a un peu teasé, mais voilà, on va préparer tout ça, on va vous communiquer tout ça. Une fois de plus encore, merci encore à Marcos, merci au professeur Barros. Et Jean-Claude le dit très bien, organization, je pense qu'une des façons aussi de rentrer dans une chose nouvelle, c'est vraiment de la pratiquer en fait. Et une façon de pratiquer la recherche, c'est de lire ce que nos prédécesseurs ont fait. Donc moi, ce que je vous demande, vraiment, je vous invite à aller lire les articles de Organization. Parce que c'est de cette façon-là aussi, que vous pourriez vous imprégner de comment les idées dans Organization s'articulent, comment on questionne le monde dans les articles de Organization. Et moi, je vois la recherche comme étant une sorte d'artisanat. Un artisan, il se lève le matin, il pratique son art. Et une façon de pratiquer son art pour nous, les chercheurs, c'est de lire. Donc, si vous avez un intérêt pour la recherche critique et si vous avez aussi un intérêt pour la main qui est en train d'être tendue, parce que Marcos ne dit pas bien les choses, mais c'est une main extraordinaire qui nous est tendue, il faut vraiment la saisir. Donc, voilà, c'est Organization, on ne peut pas rêver mieux que d'avoir cette revue avec nous. Donc, vraiment, merci beaucoup encore à Marcos. Saisissez la main tendue, allez-y la revue Organization, les articles d'Organisation pour vous imprégner de comment ils articulent leurs idées. Je regarde le temps, il est pile poil, on a 2 minutes de passer. Je laisse la dernière parole à Marcos et puis on se dit tous au revoir. Non, une fois de plus, je suis très content d'être ici. Je me sens privilégié d'être ici. Vous, probablement, vous avez mon contact email si vous voulez parler de nouveau, si vous voulez échanger sur votre thématique de recherche. Je serais très content de pouvoir aider. Donc, et voilà, vous êtes toujours les bienvenus chez nous. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Je sais qu'une fois qu'on a fini, vous ne répondez plus systématiquement aux emails. C'est vrai, on est tous débordés dans l'académique. Mais désolé, on va vous envoyer un petit email. Faites-nous un petit feedback sur ce que vous avez retenu, enfin, votre retour sur l'atelier, quoi. Voilà, ça nous permettra de bien nous organiser pour la prochaine fois. Merci encore à tous. Et puis, à la prochaine séance avec le professeur Jean-Claude. Merci encore. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, je vais arrêter.